chers téléspectateurs, dans une émission précédente dans laquelle je recevais Antoine Delacoste, nous avons évoqué la guerre russo-ukrainienne et les différents enjeux dont elle était porteuse. J'ai de nouveau invité Antoine Delacoste pour évoquer avec lui un certain nombre d'autres points de tension, si l'on peut s'exprimer ainsi, aujourd'hui dans le monde, ce monde dont on nous annonce qu'il va voir la fin de l'insouciance. Donc il est bon, dans cette perspective, d'analyser et de comprendre les choses qui sont en cours. Alors Antoine Delacoste, outre la guerre russo-ukrainienne, il y a un autre conflit potentiel, celui-là, entre la Chine et les États-Unis, à propos de Taïwan. Formose, l'ancienne île chinoise nationaliste où s'était réfugié Chiang Kai-shek à l'issue de la guerre civile chinoise en 1949. Qu'en est-il de ce dossier? Qu'en est-il de ce problème? Quels sont les enjeux, les postures et les représentations dans les deux camps? Et dans quelle mesure est-ce que nous sommes, nous aussi, d'une certaine manière, directement concernés par l'évolution des choses? Il est certain que la montée en puissance de l'économie chinoise, même si elle connaît quelques ratés en ce moment, mais oui. Distinguons la structure de la conjoncture. Spectaculaire. Spectaculaire. Nous avons connu la Chine post-maoïste au niveau que l'on sait, en l'espace de 2 générations. Le bond en avant, il est réel pour cette fois. Et donc aujourd'hui, c'est devenu la 2e plus grande puissance économique du monde. Et évidemment, son rêve, dont la réalisation est annoncée pour 2049, date symbolique qui n'a échappé à personne, de devenir la première puissance économique du monde. Chose que les Américains ne peuvent pas accepter, ont décidé de ne pas accepter. C'est comme ça qu'a été interprété leur retrait précipité d'Afghanistan il y a 1 an, dans des conditions piteuses, plus que piteuses, que l'on connaît. Une fois de plus, les Américains ont abandonné leurs alliés. Trump s'y était engagé. Biden l'a fait dans des conditions alors particulièrement ridicules et rocambolesques. Et l'interprétation de ce retrait, après avoir dépensé plus de 1 000 milliards de dollars, et encore certains membres du Congrès américain disent qu'on n'est pas loin du double, tout ça pour ça, mais il y avait un objectif, se recentrer sur le Pacifique pour contrer la Chine. L'affaire ukrainienne, là-dessus, vient un peu télescoper ce beau schéma, cette stratégie. C'est-à-dire que les Américains sont prêts à nouveau à se battre, pas militairement, mais quand même pas loin en Ukraine et peut-être pas loin bientôt en Chine, sur 2 fronts à la fois. Ce qui est quand même pas évident pour un pays dont on disait la fin de l'hégémonie américaine, l'hégémon ne veut plus être l'hégémon, les Américains en ont assez, finalement c'est plus fort qu'eux. Il n'y a rien à faire, la destinée manifeste est toujours là. Il y a une logique de la puissance qui veut qu'on en veut toujours plus et qu'on veut surtout pas en perdre, même dans le rapport de force avec les partenaires, comme les adversaires. D'où ce double front. Alors le front russe, pour rester fidèle aux bases géopolitiques des néoconservateurs et des autres penseurs, Brzezinski en tête, qui avait bien expliqué que l'Ukraine devait absolument... Dans le grand échiquier, c'est écrit noir sur blanc, il faut arracher l'Ukraine à la Russie. Absolument, absolument. Sur le plan géopolitique, l'obsession de l'Eurasie, c'est-à-dire cette alliance éventuelle entre la Russie et l'Asie, a toujours inquiété les Américains. Dès le début du 19e siècle, les premiers géopolitologues anglais, puis américains à partir des années 30, Mackinder notamment, disaient attention, ne jamais laisser la Russie s'étendre à l'ouest. Déjà, elle s'est étendue à l'Est. Déjà, elle s'est étendue dans le Caucase. C'est beaucoup trop. Les Anglais ont fait tout ce qu'ils ont pu. C'était le grand jeu. Les Anglais ont cherché à faire barrage. Et donc, ce front ukrainien, pour les Américains, se révèle, contrairement à ce qu'on pouvait éventuellement supputer, toujours aussi important, toujours aussi essentiel. C'est un front qui consiste à vouloir absolument empêcher, dans le fond, que la Russie puisse un jour se rapprocher de l'Europe. Et malgré cela, il y a ce deuxième par front, rapport à son projet d'accès aux mers chaudes. Et là, pour l'instant, ça marche assez bien, puisque l'Europe, ayant choisi de se mettre au garde-à-vous des Américains, eh bien, les Russes ne parlent plus aux Européens et ne sont pas prêts de parler aux Européens avant un moment. Donc, ils se tournent à nouveau vers l'Asie, mais les Américains aussi, donc s'intéressent beaucoup à l'Asie. Pour c'est la raison précédemment évoquée, il ne faut pas laisser la Chine leur passer devant. Et pour ça, il y a un symbole très fort, c'est Taïwan, évidemment. Taïwan, qui se trouve en face
de la Chine continentale, Taïwan qui n'a jamais proclamé son indépendance, Taïwan qui est composé de Chinois. On se rappelle qu'en 1949, lors de la défaite de l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek, eh bien, quelques millions de Chinois se sont réfugiés à Taïwan, ça s'appelait Formose à l'époque, chinoisé depuis, donc Taïwan, et vit sous protection américaine. Et les Chinois rêvent de reconquérir Taïwan. Simplement, Taïwan est bien armé, bien défendu. Il y a 22 millions d'habitants, ce n'est quand même pas rien. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, même si c'est une petite île. Mais surtout, si jamais les Américains ne s'en mêlaient pas, les Chinois espéraient bien, comme Hong Kong finalement, la reconquérir, pas complètement en douceur, mais pas loin. On se trompe quelquefois sur Taïwan. Taïwan commerce énormément avec la Chine, énormément. Il n'y a pas du tout de rupture totale entre eux. Et jusqu'à une date récente, si vous demandiez à un habitant de Taïwan s'il se sent chinois ou pas, plus de la moitié de la population répondait « oui, nous sommes chinois ». Et une minorité, mais une minorité très importante, continue à dire « nous sommes chinois ». Chez la jeune génération, ça se sent un petit peu moins. Mais tout de même, ce sont des Chinois et la perspective d'une réunification entraînait l'adhésion d'une assez forte minorité. Donc il ne faut pas croire que nous soyons dans le cadre de 100% de Taïwanais mortellement opposés à la Chine continentale. Où le contexte politique taïwanais le montrait bien, quand les tenants du Kuomintang, parti nationaliste chinois, étaient partisans justement d'un rapprochement avec la Chine. Tout à fait, ça aurait pu se faire à ce moment-là. Et d'ailleurs, Taïwan a bien pris soin de ne jamais proclamer son indépendance pour ne pas couper les ponts avec la Chine. Simplement, ça ne correspond pas à la stratégie américaine. Donc les Américains envoient régulièrement des bateaux croisés autour de Taïwan. Dans le détroit de Formose. Dans le détroit de Formose, tout comme la marine chinoise, dont on dit qu'en tonnage, elle a aujourd'hui dépassé la marine américaine. En tonnage. Après, en capacité de combat, on a vu ni l'une ni l'autre à l'œuvre depuis des décennies, donc tout pronostic serait très difficile. Les incursions aériennes chinoises sont très fréquentes. Ils violent l'espace aérien taïwanais assez régulièrement, sans entraîner de riposte, bien évidemment, parce qu'eux-mêmes n'attaquent pas vraiment. Ils intimident. Et donc, on en est là. Il faut bien voir que, pour la Chine, c'est essentiel. C'est essentiel à double titre. D'abord, c'est un symbole. C'est un symbole fort. Taïwan, c'est à nous. Il faut que nous récupérions Taïwan. Et pour une deuxième raison, c'est que Taïwan, c'est juste en face de la Chine. Stratégiquement, ça pèse énormément. C'est un frein à l'expansion maritime chinoise, pas tout à fait au sud, mais quand même, et en tout cas, évidemment, vers l'ouest. Et donc, vers l'est. Et donc, cette île, pas vraiment indépendante, un peu autonome, qui hésite sur son destin, les Américains, comme pour l'Europe, vont choisir le destin pour elle. Et si Nancy Pelosi, la démocrate adversaire acharnée de Donald Trump, est venue, ça n'est pas pour rien. Les démocrates, Biden en tête, ont fait semblant de dire « non, tout de même, c'est exagéré ». Vous pensez bien que tout ça était parfaitement combiné. Ça a mis les Chinois absolument hors d'eux. Ça a beaucoup embarrassé, et c'est intéressant à noter, les Japonais et les Sud-Coréens, qui ont dit « est-ce bien le moment de mettre de l'huile sur le feu ?» Alors vous avez des observateurs qui vous disent doctement, les Chinois observent l'affaire ukrainienne, voient que militairement c'est plus compliqué que prévu, et donc eux-mêmes ne vont pas se lancer dans cette bataille. Ça n'a rien à voir. L'Ukraine c'est plus grand que la France, Taïwan c'est minuscule. C'est vraiment pas le sujet. Moi je pense que la Chine ne va pas se précipiter évidemment pour attaquer militairement Taïwan demain, parce que les Chinois ont montré qu'ils savaient attendre. Exactement. Depuis toujours qu'ils savaient attendre, et particulièrement Xi Jinping. Il a un congrès bientôt. Il doit être renouvelé comme secrétaire général du Parti communiste. Alors, certaines personnes me disent quand même la Chine, le danger communiste est toujours là. C'est une blague, c'est un pays capitaliste. La Chine, c'est un pays autoritaire, et capitaliste. Un pays dictatorial, autoritaire. Ils appellent ça communiste pour le symbole. C'est un modèle dans lequel on ne va pas se reconnaître, évidemment. J'ai parlé du modèle chinois à Lénine et Staline, ils regardent ça avec des grands yeux en disant... Le communisme, c'est une affaire terminée. Oui, le communisme, de toute façon, est une affaire terminée dans le monde entier. Donc on arrête d'agiter ce chiffon rouge. La page, maintenant, est tournée. Bien sûr, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est un sujet stratégique. Les Américains vont vouloir contrer la Chine, et la Chine, je pense, va attendre son heure.
Voilà, car le temps travaille pour eux. Je pense que c'est un peu leur représentation des choses. Ils ont les ressources de puissance, ils vont continuer à les développer. Il y a la perspective effectivement de devenir la première puissance économique du monde, et ils vont avancer leurs pions avec une certaine prudence. C'est ça. Ils le font déjà économiquement, largement, avec les nouvelles routes de la soie, en se rapprochant de tout le Pacifique Sud, d'avoir réussi à faire de quelques récifs des nouvelles îles sorties de nulle part. Il y a des Chinois pour faire des trucs pareils, enfin pas que, mais quand même. C'est spectaculaire ce qu'ils ont pu faire dans le sud du Pacifique. Donc, ils tissent leur toile, patiemment, lentement, et je ne les vois pas se lancer dans une opération militaire. Ils ne sont pas du tout dans la même posture qui a été celle du Japon impérialiste des années 1930. C'est pas le même processus, c'est pas la même perception, des choses. Alors maintenant, la vraie question aussi que beaucoup de gens se posent, si les Chinois prennent l'initiative d'une intervention visant à récupérer Taïwan par la force, est-ce que les États-Unis vont aller à la confrontation avec la Chine? Alors, il y a une part d'incertitude dans tout ça, évidemment. Et on sait que les conflits se déclenchent souvent avec une part d'imprévu considérable. Mais quel est votre sentiment à vous par rapport à ce que pourrait être l'attitude américaine dans un scénario comme ça? Alors, déjà, je ne crois pas à ce scénario. Je ne crois pas que les Chinois attaqueront. Mais mettons, s'il ne s'agissait pas de quelqu'un qui peut les dépasser, je dirais les Américains vont faire comme d'habitude, lâcher leurs alliés. Bon. Simplement là, en phase 2, c'est ceux qui veulent les supplanter comme première puissance mondiale. Et donc là, tous les jeux restent possibles parce que, y compris un chantage au plus haut niveau de l'armement, y compris nucléaire, donc, parce que les Américains ne vont pas accepter de se faire dépasser par la Chine. Et s'ils acceptent la prise de Taïwan, eh bien à ce moment-là, ils acceptent d'être dépassés finalement par la Chine. Ça finira forcément par arriver. Et donc, je ne les vois pas laisser faire. Je ne les vois pas laisser faire, parce que là, c'est la suprématie mondiale qui est en jeu. C'est le défi suprême. Puis il voit bien que l'économie chinoise a atteint un niveau de performance que n'a jamais connu finalement l'économie soviétique, qui après un démarrage en fanfare avec l'industrialisation de masse, etc., a montré dans les années 60 toutes ces insuffisances, avec une productivité carrément ridicule par rapport à ce qu'était le système occidental. Oui, alors là, les Américains se réjouissent des quelques soucis économiques chinois actuels, parce qu'il y a une crise immobilière, et il y a une stratégie Covid invraisemblable de la part de Xi Jinping, qui met sous cloche des villes de 15 millions d'habitants, parce qu'il y a 15 cas de Covid, c'est pire que chez nous. On a été gratinés, mais alors eux, c'est absolument hier, c'était Chengdu, hier, là, dans le sud de la Chine, 20 millions d'habitants. Ça c'est stupéfiant, ça passe assez mal. Et je pense que ça s'assouplira après le Congrès. C'est une façon de maintenir la population sous cloche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'économiquement, ça entraîne des dégâts. Bon, mais encore une fois, on est dans la conjoncture. Je pense que ça, d'ici quelques mois, la Chine repartira. Il faut toujours avoir à l'esprit, pour ceux qui attendent une insurrection démocratique en Chine, une évolution inéluctable vers la démocratie, que pour les Chinois, tant que le régime actuel correspondra à des progrès économiques en matière de confort individuel, des choses comme ça, ils sont encore avec le souvenir des générations qui ont connu le maoïsme, avec grand bond en avant, révolution culturelle et j'en passe. Et donc, ils auront le sentiment d'un système qu'ils percevront comme un progrès considérable, qui de plus aura donné à la Chine un rang en termes de puissance, une revanche historique, quasiment séculaire par rapport à l'Occident. Il ne faut jamais oublier le 19e siècle chinois, les guerres de l'opium, et toutes les humiliations
le sac du palais d'été, le siège délégation. Pour se souvenir. Ah bah bien sûr, c'est tout à fait essentiel. Et on a complètement négligé, on l'a pas vu du tout ça, comme on ne l'a pas vu non plus au Vietnam. La dimension nationaliste des phénomènes de l'époque, le maoïsme, c'est aussi un système qui a permis de maintenir contre les forces centrifuges qui étaient nombreuses, les seigneurs de la guerre divers et variés, qui a permis de maintenir l'unité chinoise, de même qu'au Vietnam, le système communiste du Nord, il correspondait au Bac Viet, c'est-à-dire à la puissance, au centre de gravité de la puissance annamite dans l'histoire, dans la longue durée. Et ça, nous les premiers, il faut bien le dire, à l'époque de la guerre du Vietnam, on était en quelque sorte aveuglés, entre guillemets, par un anticommunisme évidemment radical, et on n'a pas mesuré suffisamment la dimension nationale du mouvement en question. Oui, c'est ce que ne comprennent pas beaucoup d'observateurs occidentaux. Ah, les Occidentaux passent à côté. Ils n'ont pas compris ça. Ils pensent que le modèle de la démocratie occidentale va s'exporter. Mais ils ont vu le vote à l'ONU pour condamner l'agression russe, ils disent. Eh bien, pour condamner l'agression russe, oui, il y en a certains qui l'ont voté du bout des lèvres, comme l'Arabie Saoudite, mais en disant bon, pas plus. Hein. Et puis il y en a plein qui l'ont pas voté. Tous les pays d'Afrique en ont assez des leçons de morale des Américains sur les droits de l'homme. Des Américains ou des Français. De toute l'Europe occidentale, bien sûr, finalement, où on reproche à un tel ou un tel de ne pas respecter les droits de l'homme, ce qui est d'ailleurs parfaitement exact. Mais après, on va discuter avec le Turc, avec le Qatari ou avec le Saoudien, ça fait rire tout le monde. L'Arabie Saoudite, bien sûr, évidemment. Mais justement, si l'on se penche maintenant sur tout ce domaine africain, on constate aujourd'hui aussi, et qui nous concerne directement, une mutation de grande ampleur. On l'a vu à l'occasion des événements du Mali, de la fin de l'opération Barkhane. Est-ce que là, nous sommes dans une phase de retrait de la France, bien sûr, mais de manière plus générale de l'Europe face à cet enjeu que représente quand même pour l'avenir cet immense continent dont la population va exploser. Exploser, absolument. Oui, clairement, c'est comme pour les opérations en Ukraine actuellement. On assiste à un grand basculement géopolitique. On vit de ce point de vue-là une époque tout à fait exceptionnelle. Et tout à fait nouvelle par rapport aux grilles d'interprétation dont nous disposions à l'époque de la guerre froide ou dans les années qui ont suivi. Depuis la chute du mur et la chute de l'Empire soviétique, c'est un nouveau grand basculement qui est en train de se passer, donc il faut bien en avoir conscience. Et en effet, l'Afrique est tout à fait concernée par ça. L'Afrique est elle aussi en train de vivre probablement un basculement géopolitique, parce que vous avez une partie de l'Afrique noire où les Français donc, ont échoué, clairement. Alors c'était mission impossible. À la rigueur, arrêter les djihadistes qui descendaient vers Bamako au début de l'opération. Oui, ponctuellement, c'était tout à fait apporté, après, puis on l'a fait et on l'a bien fait. Après, avec nos quelques hélicoptères, nos quelques avions, un territoire grand comme 4 fois la France. C'est autre chose de régler le problème dans la durée. Oui. Alors on a tué beaucoup de djihadistes, nos forces spéciales ont remarquablement travaillé avec le peu de moyens qu'elles avaient. On a quand même des forces spéciales tout à fait exceptionnelles, il faut le souligner. Mais c'était mission impossible. Alors, en plus de ça, donc, il y a eu un coup d'État au Mali, on a dit qu'on était contre, résultat, les Maliens nous ont dit maintenant vous êtes gentils, mais allez vous rentrer chez vous. Vous dégagez. Qui prend la place Eh bien, économiquement, les Chinois, qui s'implantent de plus en plus. Quand on voit la carte des échanges commerciaux, y compris dans cette région sahélienne. Dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique. Vous regardez une carte de, mettons, 1990, même 2000. Les pays africains où la Chine est premier partenaire commercial. Vous en avez 3 ou 4. Aujourd'hui, vous regardez la même carte, vous avez les 4/5 du continent africain qui commercent avec la Chine en premier. Vous avez un autre pays dont on parle moins pour l'implantation en Afrique et pourtant très présent, c'est la Turquie. La Turquie s'implante beaucoup. Ils sont implantés à Djibouti, ils sont implantés le long des côtes. Ils prennent possession de ports. Évidemment en Libye, qui sont tranquillement partagés avec la Russie. Bravo à cette brillante opération sarkozienne, camerounaise, BH lévienne. BH lévienne et clintonienne. Hillary étant fer de lance également derrière Sarkozy. Cette opération, comme disait finement Bernard Lugan, est rationnellement incompréhensible. Ou alors il y a des motifs cachés qu'on ignore. C'était gentil de le présenter comme
comme ça, il fallait, dans ces termes-là. Voilà, il fallait tuer Kadhafi. Donc maintenant, qui dirige en Libye? Eh bien, la moitié c'est la Turquie, l'autre moitié c'est les Russes. Brillante opération géopolitique. Emmanuel Macron a eu beau se prosterner une fois de plus en Algérie, eh bien finalement le résultat est très mitigé et aujourd'hui l'Algérie frappe à la porte de cette fameuse alliance des BRICS. Vous savez, cette alliance BRICS qui veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Eh bien, vous avez deux pays qui ont dit aux BRICS pourquoi pas l'Algérie et l'Iran. Et puis il faut ajouter l'Argentine même aussi. Et puis l'Argentine et le Venezuela, on commence à en parler aussi. Qui est candidat également. Ouais. Et donc ce basculement est très lié aussi avec tous les problèmes énergétiques. Ouais. Parce que, par exemple, le Venezuela, qui a parmi les plus grandes réserves mondiales de pétrole du monde, très mal exploitées, très peu exploitées encore. Le Venezuela s'enfonçait à cause notamment des sanctions américaines. Les Chinois et les Russes sont venus aider un peu. Et aujourd'hui, les Américains, quand même un peu embêtés par toute la crise énergétique à venir, finalement cherchent un rapprochement avec le Venezuela. Ils ont tenté un coup d'État quand même, qui n'a pas fonctionné, mais ils ont tenté leur fameux change régime, on change de régime qui ne nous convient pas. Là, ça n'a pas marché. Et donc, à cette incursion économico-stratégique des Chinois et des Turcs, mais ça se fait sans soldats, vous rajoutez une implication politico-militaire des Russes, et vous avez plusieurs milliers d'hommes du fameux groupe Wagner, notamment République centrafricaine. Et aujourd'hui, la République centrafricaine... C'est là surtout qu'ils sont implantés en premier, en RCA. Hein. Et le Mali va commencer à suivre. Voilà. Presque, ça va s'étendre. Cela dit, ils vont peut-être aussi, vu la complexité de la situation, s'y casser les dents, parce que c'est un puzzle particulièrement compliqué, le Mali, où on ne s'est pas très bien débrouillé, c'est sûr, mais je ne sais pas si quelque puissance étrangère que ce soit peut réussir à permettre à un tel pays de trouver un équilibre, une stabilité. C'est sûr. Mais en tout cas, les Américains, eux, sont absents du continent africain. Les quelques incursions qu'ils ont essayé de faire ont été des échecs lamentables. Ça s'est mal passé. Ils n'ont rien compris. On se souvient de la Somalie. Oui. Alors la Somalie, désastre, mais même depuis, même en Centrafrique, où ils avaient envoyé quelques soldats, ils ont eu quelques morts. Ils n'ont pas du tout compris. Ils ne peuvent pas s'empêcher de prêcher les droits de l'homme. Et ça exaspère les dirigeants africains. Quand un Chinois, un Russe ou un Turc arrive pour discuter avec un dirigeant africain, il ne lui parle pas de démocratie, ni de droits de l'homme. Ils ont des sujets beaucoup plus importants à régler. Donc, en effet, alors ça ne fait que commencer en Afrique, mais le retrait de la France semble quand même confirmé, puis on n'a plus du tout les moyens d'entretenir. Devient quasiment inéluctable. Et donc il y a des places à prendre, clairement. Oui, mais des places à prendre, mais avec sans doute des difficultés pour les remplaçants. Ça ne va pas être ça. On peut le prévoir. Les enjeux sont très importants, parce que non seulement il y a des enjeux de population, effectivement, mais vous avez des enjeux là aussi énergétiques, et des enjeux de métaux rares et de terres rares qui sont importants là aussi. Le Congo, par exemple, le cobalt. Le Congo ex-belge, bien sûr, en premier lieu. Si on n'a plus de cobalt pour construire les smartphones, ça va poser un problème. C'est embêtant. Ah oui, ça devient grave là. Mais il nous reste peu de temps. Vous avez évoqué la Turquie de Erdogan. Qu'en est-il de ses relations avec la Russie de Poutine? On a l'impression d'une certaine ambiguïté. Ils fournissent des armes à l'Ukraine. Ils veulent être dans une position de médiation. En même temps, il y a des rapports économiques entre Russie et Turquie importants. Comment est-ce que vous analysez ça? Ce sont deux partenaires qui jouent aux cartes ensemble, qui aimeraient bien se passer l'un de l'autre, mais ils sont obligés de jouer aux cartes ensemble. Mais ils se font des coups vaches régulièrement. Donc effectivement, il y a la Syrie qui est une pierre d'achoppement. En effet, les fameux drones turcs ont été vendus à l'Ukraine. Comme ça avait été beaucoup vendu à l'Azerbaïdjan et ça avait contre l'Arménie, allié de la Russie. Détruit nos amis arméniens qui ont perdu une partie du Haut-Karabakh à cause de ça. Mais ce sont quand même les Russes qui ont arrêté les Turcs. Ce sont quand même les Russes qui, en Syrie, disent aux Turcs « vous n'allez pas plus loin ». Et donc, Erdogan n'oublie pas que c'est Poutine qui, en 2015, l'a prévenu du coup d'État militaire qui était en train de se préparer, qui avait été monté par les Américains. Alors certains sont étonnés en disant « comment Poutine peut sauver Erdogan ?» Oui, mais c'est parce que c'est les Américains qui, derrière,
en gros, prenait le pouvoir. Et donc, pour les Russes, c'était pas acceptable. Le coup d'État de 2016, alors ça, nos médias ont été très discrets à ce sujet, mais c'est tout à fait évident qu'il y avait une manœuvre américaine contre Erdogan. Poutine a appelé Erdogan en disant « Les avions qui volent en ce moment dans le ciel turc, ce ne sont pas des manœuvres militaires ordinaires. Voilà. » Donc, effectivement, derrière, il y avait les Américains. Donc, les Turcs et les Russes vont continuer à parler. Ils ne peuvent pas faire autrement que de se parler. Eh bien, merci beaucoup. Voilà quelques éclairages bien utiles pour analyser la situation du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et j'espère que nous nous retrouverons bientôt pour poursuivre cet échange. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.